Bonjour. Dans cette capsule, voyons le stress au travail. Parce qu'en passant 8 heures par jour au travail, ça se peut qu'à l'occasion on soit stressé. Un monde idéal où il n'y a pas de stress, c'est l'idéal, oui, mais en général, le stress, c'est monnaie courante et pour tout le monde. Moi, par exemple, quand je suis surstressée, quand j'ai une dose beaucoup trop importante de stress, je fige. Je deviens un vrai glaçon. Plus capable d'accéder à rien, plus capable de fonctionner, tout gèle, tout bloque. Dans d'autres situations où c'est un petit peu moins intense, mais quand même assez intense, alors là, je deviens hyperactive. Je fais plein de choses en même temps. Bon, ça peut être intéressant, remarquez, mais alors, c'est épuisant. Et vous, comment vous réagissez au stress? Parce que, dans tous les cas, ça chauffe là-haut. Mais chacun a sa façon de réagir, bien entendu. Alors, dans cette capsule, vous allez apprendre justement qu'est-ce que c'est au juste le stress. Parce que c'est tout un mot, c'est un petit mot, mais qui veut dire bien des choses. Vous allez voir aussi les effets à court et à long terme. Puis, c'est quoi qui génère du stress justement? Et puis, comment est-ce qu'on peut renverser ça en sa faveur? Ah oui, parce que ça se peut. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est le stress? Bien, au départ, le stress, de manière basique, c'est une réaction physiologique et psychologique à des conditions ou des influences aversives. Donc, c'est bien simple, c'est-à-dire qu'en fait, on est déstabilisé par des choses qui nous arrivent soudainement. Et alors, il y a différents termes à savoir au niveau du stress, parce que le terme commun qu'on connaît, c'est le stress. Mais le stress, ça veut dire plein de choses. En fait, il y a le fameux eustress, qui est un stress positif, celui-là, qui nous fait avancer, parce que ça nous prend du stress, justement, dans la vie, pour pouvoir fonctionner, pour justement ne pas être à l'état de limace, un état de pierre qui n'avance pas. Donc, ça nous prend un petit peu de stress. Mais le stress auquel vous pensez, et auquel on pense tous, c'est en fait la détresse. Le stress qui nous blesse, qui nous nuit, lorsqu'en réalité les demandes excèdent nos capacités. Il y a également un autre volet qu'on connaît un peu moins, qui est l'opposé de tout cela, qui se rapproche donc de l'aliénation, où là, la personne n'est plus stressée. On n'en vit plus de stress en réalité. Ça va être les personnes qui à un moment donné ont vécu du stress, oui, mais qui à un moment donné, bon, se sont, on va dire, adaptés, mais on va voir que ce n'est pas une si bonne adaptation que cela. En fait, plus rien ne les touche. Mais c'est le mode présentéisme, en fait, de certaines personnes où elles sont là, mais elles ne fonctionnent plus vraiment. Elles ne ressentent plus rien, mais elles ne font plus grand-chose non plus. Donc, de l'absentéisme, on va dans le présentéisme, donc des personnes qui sont là au travail, mais qui, finalement, ne fonctionnent plus très bien, mais qui ne vivent pas de stress, qui ne cotent pas, justement, dans les personnes stressées, dans les sondages qu'on peut faire sur le stress. Donc, c'est des personnes aliénées. Alors, il faut savoir que le stress, notamment, donc, c'est une combinaison qui va permettre d'être en bien-être et de performer. Mais ce n'est pas linéaire, en fait. Alors, vous avez, lorsqu'il n'y a pas assez de stress, le mode aliénation, où on ne sent plus de stress. Lorsqu'il y a un stress optimal, positif, on a le stress. Et lorsqu'il y a un stress beaucoup trop important, on a la détresse. Et en réalité, la performance et le bien-être se déclinent comme un U inversé, en fait. Où, vous l'avez deviné, là où on va être le plus performant et là où on va être le mieux, c'est dans le stress, le fameux stress positif, celui qui nous fait avancer, celui qui nous fait performer, justement. En dessous de ça, on va dire qu'on est en sous-charge, qu'on n'a pas assez de stress physiologique, justement. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on n'utilise pas assez ses capacités, ses compétences, ou qu'il n'y a carrément pas de demande. On ne nous met pas au défi, mais on ne se met pas au défi nous-mêmes non plus. Et on n'utilise pas nos ressources. Donc, ça nous met dans un état plutôt démotivant, justement. C'est le cas notamment des personnes qui vont être tablettées, par exemple, où on ne leur demande plus rien. Dans le cas inverse, où là, il y a de la détresse, il y a une surcharge. Où là, une surcharge de l'utilisation de nos capacités, soit parce qu'on nous en demande beaucoup, les demandes sont trop importantes, soit parce qu'on s'en demande beaucoup. Dans tous les cas, on surutilise nos capacités, on va au-delà en réalité, et on tente d'utiliser des capacités qu'on n'a pas. Donc, ça nous met en détresse. Comment
ça se passe tout ça? Parce que vivre du stress en tant que tel, bon, comme je vous disais, on en vit tous, hein, à un moment donné ou à un autre, puis c'est pas si dramatique que ça. Même si on vit un épisode de détresse, c'est pas si dramatique, on se rééquilibre. On se rééquilibre parce qu'en réalité, au départ, il y a quelque chose qui nous déstabilise, qui nous met en état de choc, qui nous met en état d'alarme, justement, et c'est normal. Il y a des réactions physiologiques qui vont arriver à ce moment-là pour tenter de nous remettre dans cet équilibre homéostasique pour pouvoir fonctionner. Mais au départ, donc, il y a ce choc qui arrive. Et il y a un rééquilibrage qui se fait dans le contre-choc qui permet justement de retrouver cet équilibre. Mais lorsqu'on est constamment dans une situation qui génère tout le temps une surcharge d'utilisation justement des ressources, une surcharge des demandes, on se retrouve donc constamment comme le bouton stress enfoncé en permanence. Là, ça va nous mettre dans un mode de résistance en fait, parce que la réaction d'alarme, elle va être constante. Ça va être tout le temps en train de biper rouge, bip, 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 bip. Mais alors, premièrement, ce que ça va faire, c'est que comme on est en réaction d'alarme constante, on est beaucoup plus sensible à tous les autres événements qui vont arriver, qui au départ ne nous auraient peut-être même pas dérangés, mais qui vont nous remettre finalement dans un état de choc supplémentaire. Donc on est constamment comme ça confronté à d'autres situations qui nous remettent en choc, jusqu'à un moment donné, on va avoir épuisé nos capacités, et là on va tomber dans l'épuisement ou éventuellement même la fameuse aliénation où on ne sent plus rien, où on n'est plus capable de réagir, où notre corps même lâche. Donc il n'y a plus de stress, mais on est quand même en véritable détresse d'une certaine manière. Ça c'est quand c'est constant justement. Quels sont les éléments stresseurs? Parce que pour voir un petit peu justement le stress, comment on va gérer ça, il faudrait voir aussi comment ça se passe, pourquoi on est stressé en bout de ligne. Bien, il faut savoir que le stress, ça peut autant être positif que négatif. D'abord, parce que je vous ai parlé de stress qui est positif, mais qu'est-ce qui est un stresseur? Autant positif que négatif, en fait. Par exemple, vous tombez en amour avec quelqu'un. C'est loin d'être négatif, hein? Vous avez bien du plaisir. Pendant un bouton, c'est la fameuse lune de miel. Super excité, bravo, mais vous avez bien vu qu'en réalité, c'est une phase qui ne dure pas. Le corps a besoin de se rééquilibrer. Parce que c'est impossible à tenir à long terme, cette surexcitation. Pourtant, c'est positif. Alors, on a tendance à penser souvent que le stress, on met tout dans le même panier, et puis c'est souvent dû uniquement à des affaires négatives. Et c'est vrai que c'est le négatif qui va évidemment prendre le dessus, mais lorsqu'on rajoute toutes sortes d'excitants, même positifs par-delà, on est en état d'excitation permanente, et ça génère beaucoup de problématiques, comme je viens de le dire. Mais ce qui fait aussi qu'on le voit de manière aversive, c'est aussi notre perception, comment on évalue soi-même l'élément de type stress ou détresse justement. Parce qu'il y a des études qui ont montré que lorsqu'on réagit de manière positive à un même élément stresseur, on va générer davantage de stress que de détresse. Donc quelque part, on évalue les situations, ça se passe entre les deux oreilles aussi, hein. C'est pas simplement en fait ce qui se passe dehors, ce qui nous est demandé, c'est aussi la manière dont on le perçoit soi-même. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous est demandé est valable, non. Mais il y a sûrement moyen à un moment donné de faire la part des choses. Alors justement, on évalue soi-même. On évalue quoi justement? On évalue toutes les choses qui nous sont demandées et ça dépend de notre perception. Et comme j'ai relevé 3 éléments essentiels qui sont liés justement à une résilience positive et à un développement du bien-être relié à cette résilience, bien forcément, vous allez bien vous rendre compte que je vais aussi les ressortir dans cette capsule parce qu'ils vont être liés au stress qu'on vit. Bien entendu, tout ça marche ensemble. Alors, perception de quoi? La perception de soi-même. C'est sûr que si je me perçois comme quelqu'un qui n'est pas valable, je ne vais pas trouver les moyens créatifs de relever les défis. Parce que je ne me considère pas comme une personne valable. Si j'ai une perception des autres de type méfiance par exemple, et c'est certain que je vais observer tout ce qui m'est demandé par les autres comme quelque chose de plus agressif, quelque chose de plus impactant d'une certaine manière. Pourquoi cette personne-là me demande ça? Ah, je sais qu'elle ne m'aime pas, je me méfie, elle a toujours quelque chose derrière la tête cette personne-là. Si ça se trouve, elle m'a refilé parce que c'est un panier de crabes, je me retrouve avec un gros problème, c'est ingérable, etc., etc. Alors que si c'est une personne en qui on a confiance, on va moins se méfier et même on va trouver le moyen d'être beaucoup plus créatif que lorsque on pense que quelqu'un veut nous coller au pied du mur. Et puis ensuite de ça, il y a justement la perception de ses propres compétences.
C'est vrai qu'objectivement, on n'a pas toujours les compétences pour tout faire. On voudrait bien se faire croire qu'on les a, mais des fois, on ne les a vraiment pas. Il y a moyen d'aller chercher des formations pour ça. Mais parfois, il y a aussi le fait qu'on est convaincu qu'on ne les a pas, ces compétences-là. Parce que nous-mêmes, on s'est fait croire qu'on ne les avait pas, ou parce que d'autres nous ont fait croire qu'on n'en avait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, la relation qu'on a avec nos propres compétences est assez négative. Alors, à partir de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre stress, justement? Cet état où, justement, notre performance va être au rendez-vous et notre bien-être aussi. Parce qu'après tout, au travail, il vaudrait mieux se trouver là. Lorsqu'on a des évaluations, lorsqu'on marche par projet, lorsqu'on attend des promotions, ça vaut mieux quand même d'être en stress et de performer. Alors, comment on fait? Alors, c'est certain que, malheureusement, on ne peut pas changer les demandes. Je vous ai dit que, finalement, tout ça, c'était une combinaison des demandes et des capacités et ressources qu'on peut avoir. Alors, au niveau des demandes, on ne peut pas changer les demandes extérieures. On peut changer les siennes, les exigences qu'on a envers soi-même, mais les demandes extérieures, on peut difficilement les changer. Par exemple, puisqu'on est dans un lieu de travail, on ne peut pas changer les exigences au travail. Les demandes qui nous sont faites, elles sont là, elles nous sont imposées. Et puis, on ne peut pas changer aussi le fait qu'on a toutes sortes d'autres obligations au travail, mais à l'extérieur du travail aussi, qui mettent beaucoup de pression, sans oublier les fameux impondérables. Vous savez, les affaires qui arrivent à la dernière minute tout le temps. Ah, c'est l'imprimante qui casse, c'est l'ordinateur qui bug, c'est le fil qui casse, c'est la garderie qui appelle parce que notre enfant il est malade. Toutes sortes d'affaires arrivent en même temps. Et c'est le patron qui arrive aussi avec un nouveau projet en même temps, là c'est urgent. C'est toujours urgent de toute manière. En tous les cas, de toute manière, en règle générale, les demandes ne vont pas en diminuant au lieu de travail, c'est plutôt l'inverse. Donc on peut difficilement jouer là-dessus. Mais puisque le vécu stress dépend aussi de nos capacités et de nos ressources, on peut peut-être jouer là-dessus parce que ça nous appartient. Nos fameuses ressources, nos fameuses capacités. Donc, on va peut-être regarder finalement la relation qu'on a justement avec nos fameuses compétences. Je vous disais tout à l'heure, ça se peut qu'on n'ait pas les compétences pour faire quelque chose. Bon, c'est le temps de dire ça, je ne suis pas capable de le faire. Je vais m'affilier avec quelqu'un qui sait le faire, ou je vais tenter de refiler le projet à quelqu'un qui sait le faire, ou je vais aller chercher une formation adéquate. Mais au moins, on est juste à ce moment-là. Mais ça se peut aussi qu'on se perçoive incompétent pour toutes sortes de raisons, parce qu'on s'est fait dire qu'on était incompétent, ou parce qu'on est convaincu qu'on ne l'est pas de toute manière. À ce moment-là, on est facilement submergé. Donc, il faudrait à ce moment-là, puisqu'on veut réaugmenter en fait notre stress, travailler sur la relation qu'on a avec nos compétences et découper ça en petits morceaux. Regardez les petits défis qu'on peut faire pour nous motiver, nous stimuler, nous recréer du bien-être. Donc, renforcer la relation à nos compétences. Mais renforcer également la relation qu'on a avec les autres. S'il est vrai que tout le monde n'est pas forcément digne de confiance, et c'est pas vrai que personne n'est digne de confiance. Et puis, de toute façon, au travail, entre avoir confiance à quelqu'un et puis faire le travail qui nous est demandé, ce sont deux choses différentes. Alors, se méfier de tout et de tout le monde, des fois, ça peut être un problème. Donc, est-ce qu'on pourrait renforcer, regarder objectivement, en fait, la relation qu'on a aux autres, plutôt simplement que de réagir, surréagir par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Parce que c'est vrai que des personnes nous ont déjà blessés, ça arrivera encore, malheureusement. Mais objectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis aussi, regarder notre relation à nous-mêmes. Comment ça se fait éventuellement qu'on se perçoit comme quelqu'un de non valable? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison parce que de tous les humains qui sont sur Terre, chacun est unique, chacun a des atouts et chacun a des forces et chacun a des faiblesses aussi. Mais il n'y a personne qui vaut moins que l'autre, mais on a tendance à penser cela par rapport à notre vécu. Donc, il faudrait, là encore, travailler sur ce pilier de relation à soi. Comment on va faire? Eh bien, justement, en déterminant quelle perception est douloureuse. Parce que ce n'est pas forcément toutes les relations à soi, à l'autre et à ses compétences qui ont été atteintes. Et on vous le souhaite, parce que sinon vous êtes dans un état très grave, en fait, de détresse avancée ou d'aliénation avancée. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Mais en règle générale, avant d'arriver là, on est blessé à l'un ou l'autre des piliers. Alors, comment on perçoit justement où est-ce qu'on a été atteint? D'abord en déterminant son profil de résilience. Pour trouver justement, c'est quoi l'animal de résilience qui me correspond? Parce que vous verrez dans les autres capsules et dans mon site web que j'ai déterminé des profils animaliers pour rendre ça un petit peu plus humoristique et que chaque animal a ses caractéristiques liées justement à ces trois types de relations. Alors, lequel est le vôtre? C'est à déterminer.
Ça permet d'identifier justement ensuite de ça les situations qui vont provoquer les blessures, qui ont déjà provoqué les blessures, mais les situations dans lesquelles on se remet systématiquement qui justement vont renforcer ces mêmes blessures. Ça permet donc d'identifier justement les mécanismes répétitifs de réaction qu'on a par rapport à ça. Les mécanismes toxiques qu'on a mis en place au départ pour se protéger, mais qui deviennent absolument nuisibles pour fonctionner par la suite. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on brasserait tout ça? Parce que c'est important de faire cette fameuse digestion émotionnelle des événements qu'on vit dans la vie, notamment au travail. Au travail, on vit toutes sortes de choses et on a tendance à mettre le couvercle sur la marmite trop facilement parce qu'on est au travail, parce qu'on ne peut pas en parler, on ne peut pas s'épancher, on peut pas dévoiler notre vécu émotionnel au travail. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le dévoiler au travail qu'on ne peut pas quand même en tenir compte en dehors du travail. Parce que ça reste important justement de digérer. En prenant justement conscience des différentes blessures et des mécanismes qu'on a mis en place, en les voyant, en les nommant, en les identifiant clairement justement. Ça, c'est important. Est-ce que c'est tout? Bien non, ce serait trop simple parce que des fois on le fait, beaucoup de personnes ont tout compris, mais comprendre ne suffit pas. Il faut aussi ensuite de ça passer à l'action, développer justement d'autres stratégies beaucoup plus adaptées. Et ça va être d'autant plus possible qu'on aura découvert quels sont nos mécanismes habituels et de voir à un moment donné l'espèce de caricature qu'on devient dans les situations en fait pour se protéger. Et des fois, on va se rendre compte que c'est drôle, justement. On peut prendre ça avec humour. D'ailleurs, l'humour est très important en résilience pour justement bien rebondir. Donc, c'est important. En quoi c'est utile? C'est parce que la résilience, c'est un processus. Il ne faut pas penser que parce qu'on s'est relevé d'une situation, ça y est, c'est fini ad vitam aeternam. Non, parce que même le profil que vous allez avoir déterminé aujourd'hui, il doit changer. Vous n'êtes pas toujours dans le même profil de résilience durant toute votre vie. Vous changez d'un état à un autre parce que la vie nous amène son lot de difficultés qui va nous blesser, bien entendu. La vie nous amène un tas de situations, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de les traverser. L'important, c'est de revenir de ces situations-là en récupérant notre bien-être, en récupérant des capacités et en faisant en sorte d'en acquérir d'autres. C'est le principe justement d'une résilience aboutie qui mène à une belle croissance. Ça permet de s'ajuster au quotidien, de s'assurer justement de voir où est-ce qu'on est et puis de développer d'autres ressources. On évite justement d'attendre trop longtemps que les dégâts soient tellement importants que ça nous prend beaucoup de temps ensuite de ça pour y remonter. Donc on reste à l'affût parce que quand on ne le fait pas, on abîme un pilier, puis un autre, et là on tombe dans l'état de chrysalide. Et là je vous le dis, ça prend du temps pour remonter. Mais c'est possible bien sûr, moi-même je l'ai traversé, et je suis là. C'est possible, c'est juste que c'est plus long. Alors, ce que je vous propose donc avec l'objectif d'aller déterminer votre profil de résilience, d'abord, c'est que c'est un outil pratique. C'est assez autonome, vous y allez quand vous voulez, regardez votre profil de résilience. On peut vérifier cela n'importe quand, c'est accessible sur le site web justement, et c'est un petit peu une hygiène mentale finalement. Ça permet de se reconnaître tel qu'on est. Parce que oui, on est blessé dans la vie, ça c'est clair. C'est clair qu'on va être blessé de toutes sortes de manières dans la vie, c'est ça la vie. Si on n'est pas impacté à un moment donné, c'est peut-être parce qu'on a mis assez de barrières pour plus rien sentir. C'est pas mieux. Donc se reconnaître comme un humain qui est impacté, qui vit des choses difficiles au travail, c'est pas toujours drôle. Et oui, je suis blessée de temps en temps, puis je peux pas en parler au travail, mais oui, il faut que j'en tienne compte. Donc on se reconnaît. Et c'est grâce à ça qu'on peut grandir justement. Par quoi je commence? Je voulais un peu mentionner. En allant sur le site web, justement, resilester.com, et notamment à la page des profils, pour pouvoir justement déterminer quel est votre profil en faisant le petit test que je vous propose. Il est gratuit, pourquoi s'en priver? Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action et développer de nouvelles ressources. Vous pouvez le faire de vous-même parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vous montrent notamment comment faire, mais ça se peut aussi que vous ayez besoin d'aide parce que des fois, on n'y arrive pas. Des fois, c'est un petit peu difficile, les situations sont lourdes, on s'est enlisé. On a un peu besoin des fois d'une personne plus externe, des fameux consultants qui sont là pour ça, pour pouvoir regarder un petit peu plus efficacement et d'être soutenu dans le travail qu'on va faire. Et ça permet de développer les ressources et donc de sortir du stress au travail, de rendre le stress plaisant,
de rendre le stress comme une source de motivation qui va nous permettre de relever des défis et non plus crouler et subir le stress et rentrer épuisé à la maison et pire encore que la veille. Je vous souhaite vraiment, mais vraiment, de sortir du stress en termes de détresse et d'y rentrer en termes de stress en commençant par déterminer votre profil car c'est la clé de votre réussite, c'est la clé du développement de votre résilience qui va permettre du bien-être. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.